On parle de plus en plus des antidépresseurs, de leur utilité, de leur prescription qui ne cesse d'augmenter, mais il y a un sujet qui reste encore très souvent dans l'ombre. Comment on fait pour les arrêter? Pour des milliers de personnes, ce moment-là se transforme en un véritable combat, un parcours du combattant que personne ne leur avait vraiment décrit. Prenons l'histoire d'Emmanuel. Il y a 14 ans, on lui prescrit un traitement pour des problèmes d'impulsivité. Et comme beaucoup de monde, il a fait confiance. Son médecin l'a rassuré, lui a dit que l'arrêt se ferait sans problème, sauf que derrière cette promesse, la réalité était bien différente. Sa toute première tentative pour arrêter a été un échec cuisant. Il a stoppé le médicament en à peine 10 jours et les conséquences ont été, pour dire le moins, brutales. Le mot qu'il utilisait fort, il dit tout, zombie. Un état de déconnexion totale qui l'a obligé à tout reprendre depuis le début. Et attention, on ne parle pas d'un simple inconfort. C'était carrément paralysant. Ce fameux brouillin cérébral, cette fatigue extrême, impossible de travailler. Et même plus tard, en essayant une diminution beaucoup plus lente, d'autres symptômes sont apparus. Des sensations très étranges comme des décharges électriques dans le cerveau. Son histoire, elle met en lumière un fossé énorme entre ce qu'on imagine et la réalité du sevrage. Alors, pour bien comprendre ce phénomène complexe, on va explorer ensemble plusieurs points essentiels. On va partir du vécu des patients pour aller jusqu'aux solutions qui, heureusement, commencent à émerger. On commence donc par le cœur du problème, parce que l'histoire d'Emmanuel, il faut bien le comprendre, ce n'est pas du tout une exception, c'est un problème bien plus répandu qu'on ne le pense. Tenez, ce chiffre, 15%. Une très grande étude de 2024, publiée dans la prestigieuse revue de Lancet Psychiatry, a montré qu'environ 1 personne sur 6 qui arrête les antidépresseurs souffre d'un syndrome de sevrage. Ça représente des millions de personnes à travers le monde. C'est colossal. Et les symptômes peuvent être d'une violence inouïe. Le pharmacien Jean-François Yon explique bien qu'il y a à la fois le physique et le psychique. D'un côté, des nausées, des tremblements, et de l'autre, une angoisse qui peut devenir insupportable, et même, dans les cas les plus extrêmes, des idées suicidaires. Ça peut vraiment transformer la vie en cauchemar. L'impact sur le quotidien est juste énorme. Herminia, par exemple, a été obligée de se mettre en arrêt maladie. Pas à cause de sa pathologie de départ, non, juste pour réussir à gérer son sevrage progressif. Chaque petite baisse de dose lui déclenche des symptômes grippaux, et les tâches les plus simples, comme s'occuper de sa famille, deviennent une épreuve. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi le corps réagit de manière si intense? Pour le comprendre, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. On parle ici de syndrome de sevrage. Et il y a une chose essentielle à comprendre, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas dans la tête, c'est une réaction purement physiologique. C'est le résultat d'un décalage. Un décalage entre la vitesse à laquelle le médicament quitte le corps et la lenteur du cerveau à s'adapter à son absence. C'est simple à visualiser. Quand on arrête, le médicament disparaît du sang en quelques jours, très rapide. Mais le cerveau, lui, a pris ses habitudes. Il a besoin de semaines, parfois de mois, pour réajuster tous ses circuits. Et c'est ce grand écart, ce décalage temporel, qui plonge le corps et l'esprit dans un état de crise. Et c'est là qu'on touche à l'une des erreurs les plus tragiques. Ces symptômes de sevrage sont si intenses, si proches parfois de ceux de la dépression, qu'ils sont souvent confondus avec une rechute. C'est exactement ce qui est arrivé à Thierry. Aujourd'hui, il est persuadé d'avoir perdu 3 ans de sa vie à cause de ça, à croire qu'il rechuterait, alors qu'en fait, il subissait simplement les effets du sevrage. Cette confusion tragique, elle pointe vers un problème bien plus profond. Un vrai manque dans la formation des médecins sur cette question précise de l'arrêt des traitements. Le professeur Fabrice Bernat, qui est psychiatre, le dit sans détour. Le sujet de la déprescription, c'est-à-dire l'art d'arrêter un médicament, est à peine abordé pendant les études de médecine. Les manuels sont quasi silencieux là-dessus. Du coup, sans formation solide, que reste-t-il? Eh bien, des conseils un peu vagues, souvent improvisés. Les médecins font comme ils le sentent, et les patients se retrouvent avec des instructions du type « coupez vos comprimés en 2 », mais sans aucun plan de route précis, ce qui peut être inefficace, voire dangereux. Et les enjeux sont immenses. Lise, 39 ans, en est un exemple dramatique. Après un arrêt mal géré, elle a dû être hospitalisée en psychiatrie, elle a même eu des pensées suicidaires. Tout ça, c'est la conséquence directe d'un sevrage improvisé, sans protocole clair. Heureusement, face à ce constat un peu sombre, une approche bien plus scientifique et respectueuse du corps commence à faire ses preuves. C'est ce qu'on appelle la réduction hyperbolique. Ce visuel montre bien la différence. D'un côté, la vieille méthode, une descente en escalier, souvent trop raide, trop brutale. De l'autre, cette fameuse réduction hyperbolique. Ce n'est plus une ligne droite, c'est une courbe, une pente qui devient de plus en plus douce à la fin. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le cerveau, sans jamais le brusquer.
La logique derrière cette méthode est à la fois simple et géniale. C'est une diminution non linéaire. Au début, on peut réduire les doses de manière assez significative. Mais, et c'est ça le point crucial, plus la dose est faible, plus la réduction doit être minuscule. Pourquoi? Parce que les tout derniers milligrammes sont en fait ceux qui ont le plus d'effet sur les récepteurs du cerveau. C'est à la fin du parcours qu'il faut être le plus délicat. Alors voilà, une solution semble exister. Mais bien sûr, sa mise en œuvre se heurte à des obstacles très concrets. Cela dit, il y a quand même de vraies lueurs d'espoir. Cette phrase de Thierry est saisissante. Elle illustre parfaitement l'un des plus gros problèmes, le manque de microdoses. Pour suivre ce genre de protocole très précis, les patients sont obligés de bricoler. Ils comptent des granules un par un. C'est un travail de fourmi, fastidieux et pas toujours très précis. Le problème est bien plus large en réalité. Ça touche à la fabrication des médicaments, aux politiques de remboursement, au temps que les soignants peuvent consacrer à leurs patients. Parce qu'un sevrage réussi, ce n'est pas qu'une question de méthode, c'est aussi un besoin de soutien psychologique et social. Comme le dit très bien Herminia, ça représente la moitié du travail. Malgré tous ces défis, on sent que les lignes bougent. En France, par exemple, la création toute récente d'un réseau dédié à la déprescription et d'un groupe de travail national, ce sont des signaux très positifs. La recherche se met en marche pour mieux évaluer et diffuser ces nouvelles manières de faire. Au final, cette question du sevrage nous oblige à voir plus grand. Ça interroge tout notre système de santé, de la formation des médecins à la politique du médicament, en passant par l'accompagnement global des personnes. L'enjeu est de taille. Il s'agit de permettre à des millions de gens de reprendre le contrôle sur leur traitement et sur leur vie, mais de le faire en toute sécurité.